question que je voudrais poser, et je vais commencer avec Alexandre Monin, c'est comment est-ce qu'on pense l'art dans un contexte de limitation ? L'art qui est par essence création, expansion, comment on le pense dans ce nouveau contexte finalement de sobriété et de limitation ? Donc Alexandre, tu es philosophe et tu enseignes une étrange discipline, c'est la redirection écologique. Voilà, tu enseignes à l'ESC Clermont Business School et tu es aussi le cofondateur du laboratoire de recherche en sciences sociales Origène Media Lab. Est-ce que je le prononce bien ou c'est... C'est Origène, j'en suis le directeur de la recherche. D'accord, très bien. Et tu as récemment publié aux éditions Divergence un ouvrage qui s'intitule « Politiser le renoncement », dans lequel tu décris une sorte de troisième voie. En gros, entre le technosolutionnisme, où ce sont des gens qui sont absolument convaincus que la technologie va nous sauver, et ceux qui veulent en finir complètement avec les technologies, revenir à un état de nature un petit peu enjolivé. Toi, tu décris une sorte de troisième voie, finalement qui pourrait nous conduire à un modèle de sobriété désirable et qui est foncièrement démocratique. Donc, selon toi, comment est-ce qu'elle s'appliquerait, cette troisième voie, pour le milieu de la culture ? Et qu'est-ce que ça pourrait signifier finalement la sobriété, la décroissance ou même la post-croissance pour le milieu de la culture ? Et une deuxième sous-question, ce serait qu'est-ce qu'on fait de toutes nos œuvres ? On en a pléthore, on crée chaque jour des centaines de milliers d'œuvres qui viennent se superposer, se surrajouter finalement à l'existant. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces œuvres, de tous nos musées, de nos salles de spectacle, et j'en passe. Merci beaucoup. Alors évidemment, je ne vais pas répondre intégralement à cette vaste question, mais qui est, je pense, très, très intéressante. On l'a vu, Xavier Veillant, dans le documentaire, a prononcé la phrase suivante. Il a dit « Ajouter un objet, c'est prendre une responsabilité qui est une responsabilité artistique, mais aussi environnementale. » J'ai vraiment retenu cette phrase parce qu'il se trouve qu'elle résonne fortement avec mon travail, le travail de mes collègues aussi, Emmanuel Bonnet, Diego Landivar, autour des héritages du passé, les objets, mais aussi les infrastructures, les organisations, les lois, les modèles économiques, ces éléments-là dont on hérite, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les plus viables, mais aussi nos héritages à venir, d'une certaine manière, les nouveaux objets qu'on continue à faire advenir. Et puis, elle pose aussi la question des formes d'art mobilisées, et à savoir ici la production d'objets. La production, c'est un mot qui est revenu assez souvent dans le documentaire, sous-entendu évidemment d'objets à exposer. Et d'ailleurs, le film enchaîne avec une focale sur la Biennale de Venise, où tout le monde, donc le monde entier, défile. Et évidemment, ce modèle interroge le bien fondé des grands événements carbonés qu'il encourage et dont il dépend par ailleurs, à l'instar dans le secteur culturel, des festivals, tu l'as dit, tu l'as mentionné, ou dans le monde de la recherche, des conférences et autres colloques à l'autre bout du monde où on vient présenter un poster de 5 minutes en ayant fait 24 heures d'avion pour ça. Ce qui effectivement peut nous poser quelques questions. Avec de manière sous-jacente aussi toutes les inégalités que ça induit, en particulier entre les artistes reconnus par le marché et les institutions, mais aussi celles et ceux qui ne le sont pas. De même que dans les équipes de recherche, pour établir un parallèle qui m'est cher entre le monde de la recherche et le monde de l'art contemporain. On ne va pas tirer ce fil aujourd'hui, mais je pense que c'est important. À l'heure où sont établis les premiers bilans carbone, eh bien, en fait, ces bilans carbone, ils ont aussi une dimension politique, parce qu'on trouve des permanents, on trouve des précaires, mais on trouve aussi des personnes qui, à elles seules, représentent parfois 80% des émissions de gaz à effet de serre d'une équipe de recherche. Donc ça veut dire qu'un objet comme ça, qui a l'air aussi dépolitisé qu'un bilan carbone, quand on le fait bien, peut faire ressortir des inégalités fondamentales et devenir très très rapidement un objet fortement politisé. Donc ça, c'est, je dirais, un premier modèle à décarboner et plus profondément, effectivement, à repenser. Mais une fois que la réflexion est entamée, où s'arrêter, j'ai envie de dire. Ce qui est posé, c'est aussi la question des formes d'art mises en valeur. Je reviens à nouveau sur l'exemple de Xavier Veillant parce que, si vous vous souvenez, il avait participé à la production, à la création d'une œuvre issue du protocole des nouveaux commanditaires en 2004 à Tours, Le Monstre, qui était une œuvre qui avait fait polémique. Je suis comme ça parce que l'œuvre, alors, c'est un monstre au centre d'une place. S'il fut controversé, il n'en reste pas moins une œuvre finalement assez classique, monumentale, un gros objet. Or, tout le sens des nouveaux commanditaires, cette
initiative portée par la Fondation de France pendant une trentaine d'années, visant à permettre à des publics, quels qu'ils soient, de passer commande d'œuvres d'art. Ça pouvait être une association de colombophiles à Amiens, une morgue dans Paris, un hôpital, un camion aux frites, etc. Tout le sens des nouveaux commanditaires, donc, visait à montrer, après une première phase où ils ont produit de la monumentalité pour justifier un petit peu que les fonds étaient utilisés, tenait plutôt au fait de prendre finalement, de produire des œuvres, d'instaurer des œuvres qui prenaient la forme de processus d'enquête, qui pouvaient aboutir ou non à la production d'un objet, mais sans que cet objet domine finalement. Ce qui déplaçait les coordonnées de l'œuvre d'art comme de ses modes d'exposition, puisque on ne va pas exposer une enquête comme on expose une œuvre d'art, et ce qui pose aussi des questions d'octorialité, ce à quoi visiblement Xavier Yvéan n'était pas tout à fait prêt non plus, puisqu'il a dit il y a quand même l'artiste, le créateur, puis il y a des gens qui participent d'une manière ou d'une autre à l'œuvre, mais qui ne sont pas vraiment les producteurs de l'œuvre, ce qui évidemment peut se discuter. Ce qui modifie aussi la responsabilité évoquée par Xavier Yvéan et permet d'envisager ce qui serait un art sans produit, un art qui ne produirait pas comme ça voilà, un produit, une production, une poésie à la fin, mais aussi peut-être à travers la question de l'enquête, un art de la fermeture, un art de la soustraction, un art du retrait et non plus de l'empilement effectivement de nouveaux objets. Évidemment, le modèle économique d'un tel art serait tout à fait différent, mais c'est bien peut-être ce qu'essayaient de penser les nouveaux commanditaires. Je vous rappelle le titre du livre écrit par Xavier Douroux et François Hers, L'art sans le capitalisme. Ça dit ce que ça veut dire. Une autre économie pour l'art, de nouvelles institutions favorisant la réalisation d'enquêtes collectives. Il se peut d'ailleurs que cet art soit déjà pratiqué aujourd'hui, peut-être d'ailleurs en dehors du monde de l'art, qui sait. Et ce second modèle articule donc trois éléments. Une conception peut-être plus ouverte des œuvres, un modèle de la démocratie adossé à la capacité finalement de mener des enquêtes, et puis un art de la fermeture, un art du retrait, un art de la soustraction, et non pas un art de l'ajout et de l'ajout de nouveaux objets. Et enfin, je souhaitais évoquer une dernière catégorie d'artistes, un petit peu en écho à ce que tu as dit. Tu as dit, Juliette, l'exigence artistique est maintenue. Je pense qu'il y a des artistes qui travaillent aujourd'hui aussi avec cette exigence artistique sans forcément chercher à directement écologiser leurs œuvres ou penser leur impact environnemental, et c'est tout à fait louable. Je citerai ici, par exemple, des catégories d'artistes donc, qui essayent de travailler des formes proprement contemporaines par l'expérimentation pour s'élever à la hauteur des enjeux actuels, si je puis dire. Et je songe notamment, parce que je connais, que j'apprécie son travail, à Grigory Chatonsky, qui propose un travail dominé par l'horizon d'une possible extinction, ça a été mentionné aussi d'ailleurs dans le film, sur les images et les IA génératives, et sans partager l'ensemble de ses attendus. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de renouveler finalement nombre d'interrogations, de formes aujourd'hui, un travail qui ne transige pas avec son rapport à l'art, qui reste de ce fait très élitiste, parce qu'on peut le dire aussi, on n'est pas dans la catégorie d'un art plus démocratique que j'évoquais tout à l'heure, mais qui prend au sérieux sa mission, ce qui me semble aussi une voie tout à fait respectable aujourd'hui. Et pour nous aider à envisager plus concrètement peut-être des espaces culturels justement post-croissants, nous accueillons maintenant Aude Cartier, qui est directrice du Centre d'art contemporain de Malakoff, qui est situé donc dans le sud de Paris et qui est un lieu d'expérimentation concrète de la sobriété. Depuis 2015, notamment, ce centre d'art qui est propriété de la ville de Malakoff s'est engagé dans une réflexion sur les enjeux éco-responsables. Donc, bienvenue Aude. Merci. Bonsoir Aude Cartier. Bonsoir. On a parlé de solastalgie, parce que c'est sous ce terme-là que la soirée est organisée. Vous mobilisez aussi les termes d'éco-anxiété, mais aussi, à l'autre bout du spectre, d'éco-rage. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce vocabulaire? Comment il irrigue votre travail au quotidien? Alors, il irrigue d'une manière personnelle. On a beaucoup parlé de ça, cette question-là de comment, en fait, ce que chacun et chacune on peut ressentir face à cette... Enfin, c'est même plus une urgence climatique, c'est ce déferlement. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, l'Institut français a posé cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on sait ce qu'on peut faire. Enfin, on essaye de faire à l'échelle individuelle. Et puis, à la place qui est la nôtre, avec l'équipe du Centre d'art, qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là? Qu'est-ce que l'institution peut faire? Sachant que l'observation qu'on a pu faire, c'est que il y avait un ministère de l'écologie et de l'environnement,
Pardon. Il y a des associations qui s'occupent de ces questions-là. Il y a le rapport du GIEC, mais on pourrait en reparler parce que il est très colonisé, ce rapport du GIEC quand même. Et puis des associations, des activistes, etc. Et pas l'institution. En tout cas, au moment où on a commencé à penser le projet, pas l'institution, c'est-à-dire... effectivement, on montre des expositions qui parlent de ces questions-là, on travaille avec des autoristes qui traitent de ces sujets-là, on essaye d'avoir une permanence vertueuse dans la question du statut et de la rémunération des autoristes. Voilà, on essaye de mettre en place un certain nombre de choses depuis pas mal d'années, et puis en fait, l'éco-anxiété continue, la rage continue. Et donc, qu'est-ce que peut faire l'institution qui est la nôtre ? Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet Couper les fluides. Oui, c'est ça, voilà, vous avez mis en place un projet, une expérimentation, couper les fluides, pour couper, je crois, les fluides de gaz, eau, électricité, mais il y en a peut-être d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, justement ? Tout le monde nous interroge sur cette question de couper les fluides et de tout ce qu'on a coupé. Bon, finalement, c'est pas grand-chose en réalité. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe sur le reste de la planète pour se rendre compte que beaucoup de gens, d'une manière personnelle, individuelle, collective, font ça. Donc on s'est juste inspiré de ce qui existait déjà. Sans avoir forcément le choix, ce que vous voulez dire. Oui, en plus sans avoir forcément le choix, mais certains et certaines le font aussi par choix. La question pour nous, c'était justement, est-ce que ces choix-là peuvent se faire à l'endroit d'une institution qui est en plus une régie directe ? Ça veut dire qu'on dépend d'une collectivité, du politique, d'une administration générale, de 600 salariés qui travaillent sur cette île. Donc, ça veut dire que si on met en place un projet comme ça, on embarque pas mal de monde avec nous. Donc ça, c'était la première chose. En fait, voilà, on coupe, mais le sujet pour nous, c'était aussi les questions, la question du collectif. Voilà, comment on travaille ensemble et comment on travaille différemment ensemble, parce que c'est un projet collectif mené avec l'équipe et l'ensemble des autoristes qui ont traversé le projet. C'est-à-dire que ça part à un moment donné, effectivement, d'une programmation qui s'inscrit dans le temps, et d'éco-attention et d'éco-citoyenneté, je dirais, mais au bout d'un moment, on se met toutes et tous autour de la table et on réfléchit ensemble. Et donc on a essayé, accompagné par le collectif Les Augures et par Paris 1 aussi, le programme des doctorantes qui nous ont suivis pendant à peu près un mois. On a essayé de mettre en place un certain nombre d'outils, à la fois des tableaux d'indicateurs, mais aussi d'être sur l'éco-conception et aussi d'avoir le plus de sincérité possible. Et je peux dire que ça nous a mis... c'est un projet l'équipe est là, et elle pourrait en parler aussi bien que moi, mais ça nous a mis... Je pense que ça a fait descendre le niveau de pression et d'instabilité dans laquelle on se trouvait, et de commencer à apporter des éléments de réponse, de se dire qu'il était absolument plus possible pour nous de revenir en arrière. Il y a évidemment des choses qui sont tirées de cette expérimentation et de la recherche. C'était aussi situer l'équipe en tant que chercheur, chercheuse, donc ça c'était extrêmement intéressant. Déconstruire tout ce sentiment pyramidal qui peut exister malheureusement quand on porte une direction, donc ça c'était hyper intéressant aussi. Et ce qui est sûr, c'est que certains mécanismes de travail qu'on a mis en place, on va les conserver. Alors un point, et avant une autre question, c'est le collectif Les Augures, c'est un collectif qui accompagne les institutions culturelles dans leur transformation, dans leur écologisation, leur transition, on va dire, et leur décarbonation. Le mot transition, on pourrait en parler, parce que moi je trouve qu'il est pas tout à fait au bon endroit, mais oui, absolument. Et c'était extrêmement important parce qu'elles nous ont vraiment, parce qu'on n'est pas spécialiste de ça, et elles nous ont vraiment accompagnés sur les questions des indicateurs. C'est un vrai métier. Est-ce que vous pourriez donner 2-3 exemples très concrets de ce que vous avez mis en place et qui peut-être peuvent intéresser les gens ici ? Donc pas d'eau, pas d'électricité, voilà. On sait juste, comme nous sommes une administration, du coup, parce qu'on n'a pas eu le choix, en fait, on dépend du Trésor public, par exemple, typiquement. Donc on a quand même conservé 3 heures d'ordinateur par jour, mais pas pour toute l'équipe. Donc il y a eu un système de troc.
notamment pour le pôle administration et production, qui est un système de troc d'horaires, d'heures d'ordinateur. Donc ça, c'est une chose très concrète. Une autre est évidemment d'installer un récupérateur d'eau. Et alors, pas de bol parce qu'il n'a pas plu. Ça fait partie des choses qu'on a repérées. C'est-à-dire que du 11 février à peu près au 20 avril, il n'y a pas une goutte de pluie. Ce qui est totalement effrayant sur cette période-là. Du coup, pas de bol pour le récupérateur d'eau puisqu'il était censé alimenter les toilettes publiques, mais les nôtres aussi. Donc on a décidé de faire des ratios d'eau par jour et quand même d'avoir ce geste pour les publics de récupérer l'eau dans une bassine et de le mettre dans le... Voilà, pas d'eau pour se laver les mains, donc il fallait trouver un autre système. Donc ça, c'est pour toute une partie un peu opérationnelle, évidemment avec des tableaux d'indicateurs où on demandait aux citoyens et citoyennes qui venaient nous voir d'indiquer comment ils s'étaient déplacés pour pouvoir aussi calculer l'impact carbone. On a aussi évidemment pensé à tout ce qui entrait et toute la ligne, en fait, toute la chaîne de chaque chose de chaque objet qui rentre. Donc de là d'où il vient, de ce que ça veut, de ce qui coûte, de ce que ça veut dire, de ce qu'il a comme impact. Et puis le temps de sa vie pendant le projet, et puis qu'est-ce qui se passe après, comment on le conserve. Donc, on a listé un certain nombre de choses comme ça pour... c'était déjà des choses qu'on faisait. Et puis, on a eu une champignon-nière avec le projet de Anouk Durand-Gasselin. Et on avait aussi eu la librairie consultative, qui est par exemple un objet qui va rester, où donc il y avait à peu près 200 ouvrages qui traitaient des questions écologiques et environnementales et pas spécifiquement en lien avec la création contemporaine. Pour nous, c'était extrêmement important, ce qui permettait à la fois aux citoyens et citoyennes qui y venaient de pouvoir s'emparer des livres, de s'installer dans cette permanence du lieu et de le vivre autrement et de lire. Mais on avait une agora, qui est l'agora d'Olivier Vadreau, qui est architecte designer, qui avait déjà fait cette agora, qui est un outil absolument formidable qui nous a accompagnés tout le long du projet, dans lequel on a fait des arpentages. Donc l'arpentage, c'est issu de l'éducation populaire et c'est une manière de lire des livres à plusieurs, et donc d'être vraiment dans une transmission collective et aussi de déconstruire encore une fois la forme du savoir. Ça, c'était extrêmement important pour nous. Et puis tout un système d'agora. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et alors on a beaucoup axé les choses sur la performance, évidemment. Juste une fois, vous avez dit elle en parlant des augures parce que c'est un collectif féminin. Oui, c'est un collectif de femmes. Et l'autre point, c'était, on discutait juste avant, un des enjeux du point de vue de la redirection écologique, c'est de penser les transformations que nos modes, les modes d'écologisation du travail ont justement sur les travailleurs et les travailleuses. Un exemple que je mentionnais, qui a fait écho avec votre expérimentation, c'est ce qui est en train de se passer dans les écoles où on renature un petit peu, on désimperméabilise les cours de récréation, et du coup quand les enfants retournent à l'école, eh bien ils ont les pieds crottés, donc c'est beaucoup plus de travail pour les personnels qui assurent le nettoyage, et du coup il faut trouver des solutions alternatives, mais prendre justement en compte des réalités extrêmement pratiques, extrêmement tangibles, pour que ça n'ajoute pas de la pénibilité à des personnes qui sont déjà assurées des tâches difficiles. Et ça, vous me disiez que c'était des problématiques qui avaient ressurgi pendant cette expérimentation. Oui, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on a travaillées avant l'ouverture du projet, bien évidemment. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a une idée et puis la réalité concrète et les mains dans le cambouis, il se passe tout autre chose. Et effectivement, il y a une équipe des dames d'entretien qui travaillent avec nous, qui font vraiment partie de l'équipe, auquel il fallait bien évidemment faire attention, mais je dirais comme l'ensemble de l'équipe ou comme toutes les collègues des différentes directions qui viennent travailler avec nous. Et il ne s'agissait pas de les mettre en insécurité, il fallait se poser la question du froid, de l'accessibilité à l'eau. Normalement, par exemple, l'entretien du sol se fait à l'eau chaude, donc il fallait discuter avec elles. Est-ce que c'est OK pour vous de le faire à l'eau froide, aller chercher le matériel parfois sans lumière, c'est compliqué, donc j'avais montré
Évidemment, il n'est pas question. Donc, ok, si vous voulez allumer la lumière, vous le faites. En fait, elles ne l'ont pas fait. C'était vraiment super parce qu'elles étaient vraiment embarquées dans le projet. Donc, ça, c'était extrêmement intéressant. Et puis, sur la question du droit du travail, on sait que pour les salariés, la question du bien-être au travail est essentielle. Alors, il n'y a pas, on avait vérifié, il n'y a pas de degré minimum, en fait. Seuil. Voilà, il n'y a pas de seuil minimum. Pour autant, voilà, donc il a fallu discuter avec les syndicats, discuter avec la direction des RH évidemment, discuter avec la médecine du travail qui par ailleurs nous a suivis aussi et les RH aussi. Il y a eu plusieurs entretiens avec les équipes pour voir comment ça se passait. Voilà, donc ça c'était extrêmement intéressant. Et puis je pense que la force du projet, c'est évidemment de pouvoir continuer nos missions de service public, mais c'était aussi pour la direction générale de voir quels sont les outils dans le rapport d'activité qu'on est en train de clôturer là, quels sont les outils qui peuvent être transmis à l'échelle d'une ville. Et notamment, par exemple, l'exercice d'un budget vert, ce que nous, on a mis en place, mais voilà, puis un certain nombre de choses. On comprend bien, l'objectif, c'était pas de se faire du mal pour montrer à quel point on pouvait aller loin dans la sobriété, c'était tout à fait différent. Non, l'objectif, c'était d'aller mieux. Mieux, bien, et puis d'embarquer avec nous des citoyens, des citoyennes, des autoristes qui travaillent avec nous, qui nous connaissent quand même, qui ont un peu l'habitude de ce qu'on fait là-bas. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et puis, il y a eu vraiment, on a vraiment fait collectif, quoi. Et c'était hyper intéressant aussi parce que pour la première fois, je trouve qu'on a eu un public qui n'était pas un public dédié à nos lieux et dédié à l'art contemporain. Mais c'était aussi beaucoup de gens qui venaient par curiosité, parce que la question écologique les intéressait, et que donc l'expérience qu'on était en train de mener, ils avaient à la fois envie de parler de leur propre expérience individuelle, de participer à cette proposition qu'on faisait, de discuter avec l'équipe, parce qu'on avait déplacé complètement nos bureaux, tout le monde travaillait en bas, à la même échelle, etc. Et donc ça, c'était hyper intéressant, et de partager des expériences, en fait. Donc c'était aussi une aventure humaine assez incroyable. On peut dire que vous étiez en train de, si je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure, vous étiez en train de mener une enquête d'une certaine manière, parce que je crois qu'en plus il y avait des moments où les augures revenaient analyser un petit peu ce qui se passait, donc on est tout à fait dans cette dynamique-là. Oui, absolument. Et les augures et les doctorantes de Paris 1. Donc oui, c'est hyper intéressant. Donc le rapport sort bientôt et il sera à usage libre pour tout le monde, si ça vous intéresse. Pas mal d'outils, méthodologie, le tableau des indicateurs. Enfin, l'idée, c'était aussi vraiment d'être généreux aussi dans cette manière-là. Si tu voulais réagir ? J'avais juste une question sur le rapport avec les élus, la ville et en fait les partenaires politiques. Comment vous avez, peut-être qu'il a évolué, j'imagine aussi, mais comment tu identifies éventuellement les points de tension, de difficulté, etc. Il y en a eu au début, c'est légitime, c'est normal. Alors pas tellement du point de vue des élus et de la maire de Malakoff, qui est très impliquée sur ces questions-là, et ça c'est une chance, je pense que ça peut pas se faire partout. Mais plutôt évidemment de l'administration générale, ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que, et puis d'autres directions aussi, c'est vous n'allez pas travailler. Enfin, la question était là, c'est-à-dire comment on maintient les missions de service public, puisque c'est notre rôle. Comment on continue de maintenir l'attention qu'on a avec les autoristes et le travail qu'on mène, comment on continue de recevoir des classes. Les enfants, il faut ne pas les laisser dans le froid, donc la question de la mobilité à l'intérieur du lieu, elle est évidemment très importante. Donc oui, on a eu pas mal de difficultés, c'est beaucoup de dialogue, de pédagogie, de déconstruction. Il faut rassurer, il faut apporter des solutions concrètes, très concrètes. Ouais. Merci beaucoup.